Bonjour, bienvenue à la conférence inaugurale du Salon Solutions de 2021. Nous avons ici un très très beau panel à votre disposition qui va échanger sur la performance achat, l'organisation des achats, sa maturité au regard de ce que les outils lui apportent. Et nous avons ici Christophe Sary qui est directeur adjoint des systèmes d'information chez FIV. À côté de lui, on a Driss Rajdi qui est fondateur de l'éditeur Axisoscope. Nous avons la chance d'avoir un directeur des systèmes d'information. C'est pas toujours que ces personnages se déplacent pour voir les salons solutions. Donc merci Christophe Sary, qui est donc DSI adjoint de FIV, le groupe FIV, qui est un tier 1 automobile, c'est ça, non ? Nous sommes un groupe d'ingénierie qui travaille dans différents secteurs d'activité, qui fabrique des usines, des lignes de production, des équipements dans différents secteurs d'activité, aussi bien l'acier, le ciment, l'aluminium ou la logistique. Donc un groupe très axé sur l'ingénierie avec pour partie commune, on va dire, c'est la gestion à l'affaire de grands projets. À un moment donné, les achats se sont, ont utilisé leur solution SaaS pour se faire oublier des DSI et faire leur projet en Shadow IT dans leur coin. Ça n'a plus l'air d'être le cas aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez cette évolution des achats, l'évolution des systèmes à leur disposition, l'interaction, le rôle de la DSI dans la performance globale ? Je veux dire qu'aujourd'hui, pour que les projets, comme l'ensemble des projets informatiques ou systèmes d'information se déroulent correctement, c'est nécessaire d'avoir un véritable partenariat en fait, entre la direction des systèmes d'information et les directions métiers. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on aborde nos projets. Déjà en intégrant au sein des équipes de la DSI des chefs de projet qui ont une véritable expertise métier, qui ont un background au niveau du métier. Ça, c'est nécessaire pour bien comprendre les enjeux des directions métiers qu'elles vont accompagner et qui ont la maîtrise du coup de projets informatiques souvent un petit peu complexes parce que international, parce que intégrés dans un système d'information. Parce qu'avec des nouveaux outils qu'il faut intégrer. Aujourd'hui, on parle de collaboration, dématérialisation de processus. On rentre quand même un petit peu dans le terrain de jeu, in fine, de la DSI. Et c'est pour ça que c'est important qu'elle puisse accompagner les directions métiers, quelles qu'elles soient, les achats ou les ventes ou le bureau d'études. Pour nous, c'est un peu des grands domaines sur lesquels on peut les accompagner. Et donc, du coup, on intervient, nous, depuis la phase de définition du besoin, de choix de solution, jusqu'à la phase de support. Donc la DSI a un vrai rôle d'accompagnement aux directions métiers, à la direction des achats, de fixer sa roadmap. Alors nous, on a un groupe assez hétérogène, une centaine de filiales dans 30 pays, donc un groupe très international sur des métiers très différents. Donc il y a une vraie logique de déploiement en fonction de retours métiers qui sont attendus à mettre en place. Cette roadmap est construite par la direction achat et après portée par la direction des systèmes d'information sur ces différents sujets. Donc au niveau de nos chefs de projet, ils vont donc du coup pouvoir accompagner le déploiement des solutions, accompagner les utilisateurs et assurer aussi derrière le support aux utilisateurs dans la bonne utilisation de la solution, car c'est une chose que de mettre en place des solutions, et après il faut s'assurer du bon usage, la continuité de l'usage et d'apporter aussi aux utilisateurs tout le support dont ils ont besoin. Et donc du coup, si on n'avait aussi que des profils uniquement techniques à la DSI, on répondrait à des questions uniquement techniques, pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, la question, quand vous mettez en place en fait des ratings financiers dans un outil de SRM et que vous voulez accompagner l'ensemble des acheteurs pour bien utiliser ces ratings dans le cadre de leur fonction achat, il faut aussi pouvoir les accompagner dans l'utilisation de l'outil, mais également dans la bonne compréhension et dans le bon usage de ces informations qu'on va mettre à disposition. Et là, on est vraiment sur des fonctions et de l'expertise métier que la DSI va continuer à apporter.
On parle, je vais poser une question qu'aurait sûrement posé la salle, c'est cette histoire des données. Donc tout le monde dit que les données, c'est le nouvel pétrole, etc. On se pose la question, dans quel service devraient, disons, être employés au départ les data scientists, les gens qui savent faire parler les données? Est-ce qu'on doit les mettre dans les départements, achats ou autres? Est-ce que c'est à la DSI? Il y a une politique chez FIV ou... Bon, c'est avant tout un travail de collaboration. Je pense qu'il y a, comme sur les autres sujets dont on vient de parler, in fine, une approche assez technique de la data science, où on est obligé d'avoir quand même des experts qui vont être capables de maîtriser ces sujets. Mais également, après, on ne fait pas de la data science pour l'exercice de style. Il y a aussi, après, des volontés métiers à travailler sur ces sujets, la compréhension de la donnée et quelles sont la valeur qu'on veut y mettre dedans. Merci beaucoup, Christophe. Gérard Dahan nous parlait tout à l'heure d'approvisionnement, à l'instant de facture. Tout à l'heure, Laurent Guyot nous parlait des risques fournisseurs, de la partie fournisseur. Mais vous aussi, Idriss, vous dites, mais il n'y a pas que ça. Dans le secteur manufacturier, il y a aussi, c'est quoi, la qualité. Oui. Il y a d'autres processus extrêmement importants qui... Absolument, il ne faut absolument pas restreindre le métier des achats à l'acte d'achat ou à la négociation. On est très très loin de cela. Beaucoup de choses ont évolué et fort heureusement, aujourd'hui, on sait que les achats ont un vrai impact de valeur pour l'entreprise, pour toute l'entreprise d'ailleurs. Pas uniquement pour la partie approvisionnement, mais quand on parle de supply chain, en fait, il y a deux parties. Il y a une partie amont qui est vraiment tout le supply management. Comment est-ce qu'on s'approvisionne? Comment est-ce qu'on maîtrise les risques? Comment est-ce qu'on mesure la qualité? Et puis toute la partie supply aval, c'est la production et la livraison des clients. Donc sans supply amont, il n'y a pas de supply aval. Sans supply management, sans achat, l'entreprise est bloquée. Et on voit aujourd'hui des entreprises industrielles qui ferment des usines faute d'approvisionnement. Et ça, pour nous, c'est vraiment un des sujets phares sur lesquels le métier de l'acheteur a très fortement évolué. On le voit chez tous nos clients pratiquement. On ne fait quasiment plus aucun projet de type SRM et procurement sans basculer très vite sur le volet achat parce que c'est devenu une responsabilité des acheteurs. La raison est simple, c'est que sur la partie approvisionnement en matière, en composants, et je ne vais pas parler de pénurie ce matin, on voit bien qu'un défaut de qualité a immédiatement une répercussion sur la ligne de production. Et le coût d'arrêt d'une ligne de production varie entre 30 et 80 000 euros selon les entreprises. Donc l'enjeu est phénoménal. Et aujourd'hui, les entreprises, en tout cas dans l'industrie, qu'il s'agisse de l'automobile, de l'industrie aéronautique et d'autres secteurs, eh bien, l'assurance qualité est portée en amont par les achats, puisqu'il s'agit de mobiliser, de sensibiliser les fournisseurs sur cet aspect-là et de ne pas s'intéresser uniquement au prix, au délai de livraison, la qualité du produit, la capacité du fournisseur à livrer en vie-série selon des normes, selon un volume et selon un rythme prédéfini est essentielle. En tout cas, dans l'industrie, elle l'est. Et l'équipe achat est très souvent accompagnée effectivement de spécialistes de la qualité fournisseur qui vont avoir pour mission effectivement d'accompagner tout ce processus d'évaluation de la performance, de sensibiliser les fournisseurs à ces éléments d'assurance qualité, d'apporter le plus tôt possible les garanties sur la livraison des composants et des matières premières, et puis enfin de gérer les non-conformités. Je parlais tout à l'heure de l'impact potentiellement d'une mauvaise livraison ou d'un produit de moindre qualité sur les lignes de production. La responsabilité des achats porte évidemment autant sur le produit et son prix que sur sa qualité. La responsabilité des achats aujourd'hui est également, en tout cas chez nos clients, portée sur la relation avec le fournisseur pour la résolution le plus rapidement possible et de façon collaborative des non-conformités. Il faut savoir aussi que ces non-conformités génèrent des coûts de non-qualité. Aujourd'hui, la performance achat ne se limite plus au CEVIN. On n'en est plus à enregistrer des actions, une feuille de route achat et calculer des CEVIN, des cost avoidance, etc. L'impact de la qualité est parfois même beaucoup plus important que le CEVIN que fera l'acheteur. Et donc, en l'occurrence, le coût de non-qualité doit être tracé, doit être mesuré, doit être placé aussi sous la responsabilité des achats,
avec une mission qui est celui de le recouvrer. Et on a pour cela investi au tout début de la société sur des modules, sur des fonctionnalités qu'on appelle de chargeback. Et ça n'est pas une punition pour le fournisseur, il s'agit vraiment de manière légitime de faire porter par le fournisseur, la responsabilité d'une défaillance qui a un impact sur la supply chain. Donc c'est un vrai sujet qui est de plus en plus porté aujourd'hui par les acheteurs et la fonction achat qui prend un leadership là-dessus. Et je me souviens de conférences il y a à peu près une dizaine d'années au salon Solutions, où les enjeux étaient beaucoup plus sur l'ergonomie, sur les cas d'usage, sur le cloud, pas cloud, SaaS, pas SaaS. Je crois qu'aujourd'hui, les clients sont vraiment loin de ces débats. Et l'enjeu pour eux, c'est comment est-ce qu'on prend du leadership à travers les achats, comment est-ce qu'on impacte la valeur ajoutée de l'entreprise et son PNL, bien évidemment, et comment on s'assure que toute la chaîne soit résiliente, la chaîne intégrant les fournisseurs, les intermédiaires, la chaîne de production et bien évidemment toute la chaîne logistique. Donc pour nous, c'est vraiment un sujet qu'on adore et comme je disais tout à l'heure, alors soit on fait des projets qui commencent par la qualité fournisseur et on part très vite sur des achats, ou inversement, on va entrer par la partie achat et le volet qualité devient très très vite une priorité parce qu'à partir du moment où on a résolu les fondamentaux de la transaction achat, eh bien, on s'aperçoit que la valeur ajoutée se trouve sur d'autres domaines et d'autres sujets. Merci beaucoup, Driss. Nous parlions des risques, des aspects fournisseurs. Il me semble que vous avez quelques informations à nous donner sur quel intérêt il y a de construire une gestion de la base fournisseur, de maîtriser la base fournisseur. Quelle valeur ça peut avoir? Qu'est-ce qu'engage ce type de projet? En fait, dans un groupe comme le nôtre, où effectivement, comme je le disais, on a une disparité assez importante en termes d'activité et en termes de sociétés qui sont réparties géographiquement un peu partout dans le monde, c'est important de retrouver dans un outil une base de données qu'on va pouvoir partager avec l'ensemble des acheteurs et qui va permettre d'avoir des données up-to-date à mettre à disposition. Et au travers de cet outil-là, de pouvoir porter le processus de qualification de fournisseurs, l'évaluation des fournisseurs, et du coup d'avoir une base qui puisse être partagée par l'ensemble des utilisateurs pour commencer peut-être aussi une démarche de sourcing au travers de la base. Et derrière, d'alimenter en fait aussi en automatique derrière le SRM, le RP qui va porter en fait les processus opérationnels achats. Donc nous, le choix est d'avoir vraiment un SRM qui se pose un peu en amont des processus achats opérationnels, dans lequel on va effectivement qualifier, évaluer les fournisseurs, s'assurer que la donnée est correctement générée au travers de connecteurs qu'on a pu mettre avec des outils comme DNB par exemple, poser des ratings financiers, donc d'avoir une base dans laquelle on a véritablement de la valeur ajoutée et ensuite se servir de cette base pour alimenter les ERP des différentes filiales, même si aujourd'hui on a aussi du point de vue de l'ERP un projet de refonte pour que l'ensemble des filiales puissent utiliser le même. Mais aujourd'hui, le SRM permet d'avoir cette base unique et de mettre à disposition de l'ensemble des acheteurs, de l'ensemble des filiales, quel que soit leur secteur d'activité, une base commune dans laquelle ils peuvent partager une vision commune. Donc cette vision a été construite avec la direction d'achat pour permettre justement d'une filiale à une autre de pouvoir comparer au final les informations utiles qu'on va mettre dans l'outil et après du coup donner à disposition aux achats un outil vraiment opérationnel. Avec quel fournisseur avez-vous fait ce beau projet ? Nous avons fait ça avec Axiscope sur la solution de SRM Axiscope et aujourd'hui on a mis en place en termes de modules la partie qualification fournisseur, évaluation fournisseur, mais également la gestion des appels d'offres électroniques et la partie chargeback avec une roadmap de projet qui va dépendre en fait des secteurs d'activité et des besoins au final des filiales, parce que les besoins de nos filiales qui gèrent des projets d'implémentation d'usines ou de fabrication d'équipements sont in fine pas les mêmes en termes de besoins achats métiers, mais on a quand même
la possibilité du coup de donner au moins cette base commune, et après on déploie les modules en fonction des besoins de chacun, en fonction de la roadmap du coup qui est donnée par la direction achat du groupe. Je rapproche rarement le CRM du SRM. C'est-à-dire que d'un côté, je suis plutôt dans une logique de rechercher des clients, de manager des leads, et d'avoir une relation par rapport à la supply chain sortante. Dans l'autre cas, j'ai une très grande variété de fournisseurs qui ont des particularités différentes. Parfois, j'ai des fournisseurs de rang 2, de rang 3. On n'a pas ça dans le CRM, on est en relation directe avec le client. Donc, je crois que ce que les clients demandent aujourd'hui, en tout cas nous, nos clients, et j'en vois quelques-uns dans la salle, ce qu'ils attendent d'une solution de SI achat, c'est de les aider à aller beaucoup plus vite, à collaborer en interne avec l'ensemble des services de l'entreprise et à traiter de la meilleure façon possible ce qui est un enjeu pour l'entreprise. L'aspect financier, l'aspect qualité, l'aspect risque, RSE, etc. Et c'est ce que nous devons en tant qu'éditeurs apporter. Le deuxième élément sur lequel ils nous attendent, c'est la flexibilité. Certes, en tant qu'éditeur, on se doit d'innover, on se doit d'aller de l'avant et de proposer des solutions, mais le temps est révolu aujourd'hui où un éditeur pouvait arriver et dire « mon standard fonctionne comme ça, vous le prenez en tant que tel et vous ajustez votre organisation ». Il n'y a plus aucun client, en tout cas de ceux que je connais, qui soit prêt à accepter ça. Et en tant qu'éditeur, on doit apporter cette flexibilité, on doit apporter cette souplesse et on doit s'adapter. Sur l'aspect innovation, c'est pas parce qu'on va mettre quelques pincées d'intelligence artificielle, de RPA, etc., qu'on va résoudre les problèmes des clients. J'allais dire, à la limite, on peut le faire sans avoir besoin de le marketer. Ce qui compte, c'est de résoudre effectivement le problème du client, qui est de gagner du temps pour faire plus de strategic sourcing, pour mieux gérer les risques, pour améliorer le positionnement de son entreprise en termes de RSE, en termes d'image. Et je crois qu'en 2021, le marché doit attendre ça de ses éditeurs, des solutions qui soient au top au niveau des fondations du métier des achats, de l'innovation sur de nouveaux secteurs et une capacité à accompagner le métier et les responsabilités des acheteurs qui évoluent de plus en plus vite. Elles ont évolué au cours des 10 dernières années et tous les jours, nos clients nous demandent de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux modules. Et puis enfin, le dernier point, c'est effectivement d'être à côté d'eux pour apporter de la flexibilité. Donc je crois que l'attente vis-à-vis d'un éditeur en termes de flexibilité doit devenir l'attente numéro 1, parce que pour le reste, faites-nous confiance, on s'investit, on sait faire, on écoute nos autres clients et on améliore nos produits.